Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Prospective de The Flares, ici Gaëtan. Pour ceux qui ont pris l'habitude de regarder les conversations sur YouTube, vous devez vous demander où se trouve la vidéo. Mais ce podcast a été enregistré en mars 2021, à une époque où seul le flux audio était gardé. À la demande de l'invité, nous avons décalé la sortie de cet épisode pour coïncider avec la sortie de son livre. Donc dans cet épisode, nous allons parler des risques existentiels liés aux armes nucléaires avec le chercheur Benoît Pelopidas. Benoît Pelopidas est fondateur du programme d'études du savoir nucléaire, Nuclear Knowledges, anciennement chaire d'excellence en études de sécurité à Sciences Po. Il est également chercheur affilié au Centre pour la sécurité internationale et la coopération à l'université Stanford. Sa recherche lui a valu 4 prix internationaux. Nuclear Knowledges est le premier programme universitaire français de recherche indépendant et transparent sur ses sources de financement sur le phénomène nucléaire. Il se consacre à l'étude sur la construction des savoirs au sujet des armes nucléaires, leurs fondements institutionnels, conceptuels, imaginaires et mémoriels. Cela passe par une redéfinition de la vulnérabilité nucléaire dans ses dimensions matérielles, mais aussi épistémiques et politiques. Il a notamment travaillé sur les cas où l'emploi d'armes nucléaires a été évité de justesse, ce qui ne rassure pas vraiment, et c'est ce dont nous allons parler dans ce podcast. Benoît a récemment publié un livre, Repenser les choix nucléaires, la séduction de l'impossible, paru aux presses de Sciences Po. Si vous aimez ce genre de conversation, merci de nous le faire savoir en mettant un petit j'aime, ou une revue, ou un commentaire, ou tout simplement en partageant le podcast. Vous retrouverez les anciens épisodes en cherchant The Flair sur votre application de podcast préférée. Sans plus attendre ma conversation avec Benoît Pelopidas, c'est parti. Bienvenue sur le podcast The Flair. Bonjour Benoît, déjà j'aimerais savoir quel est votre parcours, votre position actuelle et comment en êtes-vous venu à focaliser vos recherches sur les armes nucléaires et la stratégie qui va autour. Bonjour, merci de me recevoir. Donc je m'appelle Benoît Pelopidas, je suis français et j'ai été formé en théorie politique. J'ai d'abord étudié à Sciences Po les sciences politiques et la théorie politique, ainsi qu'à l'Université de Genève. Et au moment du doctorat, je m'intéressais à l'articulation entre secret et souveraineté sous un angle de théorie politique. Et cette question, à l'époque, on était il y a plus d'une quinzaine d'années, c'était pas, ça s'est mal articulé en France, c'était pas faisable de faire une thèse sur ça. Et donc, je me suis dit, tiens, l'objet arme nucléaire est un objet particulièrement important, semble-t-il, pour reposer cette question de l'articulation entre le secret et la souveraineté. C'est comme ça que j'ai commencé à faire cette recherche. Mais encore une fois, et on va en reparler, la raison pour laquelle j'ai fait un détour par l'étranger, et je devrais dire les étrangers, c'est-à-dire la Suisse, où j'ai fait ma thèse en co-tutelle, mais aussi le Royaume-Uni, puis les États-Unis, avant de revenir en France, tout en gardant un pied aux États-Unis, c'est que précisément le travail sur les armes nucléaires en France a été largement délaissé par l'université. Quand il est travaillé à l'université, il est travaillé par des historiens diplomatiques qui sont limités par leur cadrage disciplinaire, c'est-à-dire le type de questions qu'ils posent est substantiellement limité. Et du coup, il a fallu, ce que j'ai réussi à comprendre, c'est que, pour revenir à la question, c'est que si on veut réfléchir à la question secret et souveraineté, eh bien, on doit prendre au sérieux le rôle et les effets des armes nucléaires dans le monde. Et pour le faire, il faut être en mesure de poser la question, d'identifier les preuves, de pouvoir aller les chercher et de les faire valider par un protocole scientifique élémentaire. Une des raisons du détour et des détours multiples que ma carrière a pris, c'est précisément que ces conditions-là n'étaient pas réunies en France. Et donc, il a fallu réfléchir à comment méthodologiquement et épistémologiquement on peut le faire. Et ensuite, comment institutionnellement on produit un espace qui rend ce questionnement possible. Et la production de cet espace, qui est le programme d'études des savoirs nucléaires que j'ai fondé en 2017 et que je dirige depuis, la raison d'être de cet espace, c'est précisément ça, c'est-à-dire de poser ces questions et d'évaluer nos connaissances sur les objets armes nucléaires
à l'aune des critères de validité scientifique qu'on appliquerait à tous les autres objets sociopolitiques. Par rapport donc, au sujet donc, des armes nucléaires, je me place à la place de monsieur et madame tout le monde. Et je pense que c'est important de faire un peu d'histoire. Donc, depuis 1945, comment s'est passée la prolifération de l'armement nucléaire? Pendant quelques années, j'ai plus exactement 6 ou 7 ans, il y avait juste donc, les États-Unis qui possédaient l'arme nucléaire et ensuite l'URSS. Et après, ça s'est répandu à d'autres pays. Une question qui m'est venue, c'est pourquoi les USA et donc l'URSS n'ont pas décidé d'essayer de contrôler la prolifération, ou peut-être qu'ils ont essayé, je ne sais pas, parce que finalement, on peut imaginer que de leur point de vue, plus il y a de pays qui possèdent l'arme nucléaire, plus ça peut être... ça peut escalader, ou c'est finalement une arme de dissuasion, donc le fait qu'eux, ils aient un avantage stratégique à l'avoir, et donc je ne sais pas si... voilà, donc peut-être aussi déjà partir de l'histoire et puis voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Dans votre question, je vais être un petit peu sélectif et si j'ai répondu qu'à un bout, je vous demanderai de me reposer la question sur la suite. Je vais peut-être faire 3 remarques. La première, c'est de dire, on a tendance aujourd'hui à penser le danger nucléaire comme un danger de prolifération. Et c'est du coup la question que vous avez posée en la reposant sur le passé. Prolifération étant entendue comme augmentation au fil du temps du nombre d'États ou d'acteurs dotés de l'arme nucléaire. Une des raisons d'être de la recherche que l'équipe conduit, c'est de dire la prolifération est un des modes de la vulnérabilité causée par la présence des armes nucléaires dans le monde. C'est-à-dire le fait que ces armes se répandent produit une vulnérabilité matérielle, mais notre propos, c'est de dire que c'est une des sources de vulnérabilité matérielle. Il y en a bien d'autres. D'autres étant la possibilité de l'escalade involontaire, de l'accident, de l'usage délibéré, des fuites de matières fissiles, de la contamination. Donc, si vous voulez, le premier dézoom qu'il faut faire, c'est s'habituer à penser les effets des armes nucléaires sur le monde en termes de vulnérabilité, en disant, voilà, cette vulnérabilité, elle est d'abord matérielle, la prolifération est un des aspects, mais ensuite, on va en reparler, il y a une vulnérabilité épistémique. Ce que j'appelle vulnérabilité épistémique, c'est le décalage entre la confiance que nous avons en la validité de ce que nous croyons savoir et les preuves que nous pouvons effectivement amener pour valider ou confirmer cette connaissance. Première observation sur la question prolifération. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que si on pose la question prolifération, il faut observer que depuis la fin des années 90 en général et depuis le début des années 2000 en France, il y a un discours sur la prolifération comme imminente et supposément bien plus grande que pendant la guerre froide. Or, ce qu'on arrive à démontrer, c'est que précisément, depuis la fin de la guerre froide, la prolifération a été extraordinairement rare. Juste pour que vous observiez, pendant la guerre froide, dont on dit, on va considérer par simplicité qu'elle dure en gros 45 ans. On peut discuter le détail, ça pourrait être 1947 à 91, mais disons en gros 45 ans, par opposition à la période post-guerre froide 90 à 2020 qui dure 30 ans. Donc, pendant les 45 premières années, combien est-ce que vous avez de proliférants, c'est-à-dire de nouveaux États nucléaires? Les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France, la Chine, Israël, on pourra en reparler si vous voulez, l'Inde, si on compte l'essai de 1974 Smiling Buddha, et alors là, il faut en discuter, les travaux les plus récents nous suggèrent que le Pakistan, en fait, avait un arsenal déjà mis en place au tout début des années 90, même si l'essai officiel a lieu dans la post-guerre froide. Donc, vous avez 8 États, et après, il faut discuter l'Afrique du Sud, qui a aussi développé un système d'armes nucléaires,
et qui y a renoncé, donc ça fait 9. Donc 9 en 45 ans. Après la guerre froide, qu'est-ce que vous avez comme nouveaux États nucléaires? Le Pakistan, on ne devrait pas le compter puisqu'il est dans la période antérieure. Il se révèle, si vous voulez, en 98 avec les essais. Et la Corée du Nord, dont le programme nucléaire a commencé dans les années 50. Et pourtant, ça fait 30 ans qu'on dit « Ah, la post-guerre froide, c'est vraiment caractérisé par la prolifération ». Donc là, vous avez une des découvertes, si vous voulez, du programme, qui est de dire il faut avoir un regard macro sur l'histoire nucléaire qui mesure ça, qui mesure que la prévision de prolifération est systématiquement une surestimation et le différentiel supposé entre guerre froide et post-guerre froide, il montre ce que je viens de vous montrer. Alors ensuite, on peut, si vous voulez, on peut spécifier le diagnostic. On pourrait même radicaliser cette opposition que je viens de faire en disant qu'il faut se souvenir que les États-Unis, pendant la guerre froide, ont aussi déployé des armes nucléaires sur le sol de pays alliés. Un grand nombre de pays alliés, et le nombre d'États alliés sur lesquels des armes nucléaires américaines sont déployées, aujourd'hui, il n'y en a plus que 5. Donc ce nombre-là aussi est en chute libre. Pourquoi est-ce que je vous parle de ces États-là? Parce que ces armes, potentiellement, sont les cibles d'armes nucléaires adverses par le jeu de la dissuasion et sont aussi susceptibles d'accidents, d'escalades et ainsi de suite. Donc, quel que soit le critère de mesure, je ne vais pas les multiplier, mais si vous voulez, vous pouvez faire varier les critères de mesure, vous arrivez à la même conclusion selon laquelle la période post-guerre froide est une surprise d'absence de prolifération. Le deuxième élément peut-être intéressant sur cette question de la prolifération, c'est d'observer que tous les États aujourd'hui dotés d'armes nucléaires le sont parce qu'ils ont reçu au moins à un moment l'aide d'au moins un des États membres permanents du Conseil de sécurité et aussi États reconnus comme dotés d'armes nucléaires par le traité de non-prolifération. Ça ne veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, ces États n'ont pas aussi été mobilisés contre la prolifération, mais qu'il y a une sélectivité considérable de leur part dont on peut parler en détail si vous voulez. D'accord. Et effectivement, et même je pense que c'est vrai que c'est intéressant de noter cette différence et que ça va probablement à l'encontre de l'intuition qu'on se dit que ça prolifère. Et le nombre aussi de têtes nucléaires a diminué assez considérablement depuis les années 80, quelque chose comme ça. Donc, et quel est le rôle de la France durant cette période? Donc, vous avez récemment écrit un article qui est paru dans la revue Cold War History, où vous dressez un portrait donc, de la première décennie, il me semble, du développement nucléaire de la France, qui était vu par les autres pays finalement comme étant peu crédible. Est-ce que vous pouvez donc parler un petit peu? D'ailleurs, il me semble que ça a fait un peu de bruit. Oui. Alors, là encore, il y a deux bouts dans votre question. Je vais prendre les deux un par un. Le premier bout sur le nombre de têtes nucléaires et l'évolution du nombre de têtes nucléaires sur la planète. Et il faut juste que nos auditeurs se rendent compte que depuis 1945, on a construit plus de 120 000 armes nucléaires. Au total, tout pays confondu. Il faut aussi se rendre compte que les États qui ont construit ces armes, c'est pas du tout la totalité des États sur la planète, loin de là. Les États dotés d'armes nucléaires aujourd'hui, c'est 9 États possesseurs plus 5 États hôtes, et la totalité de l'hémisphère sud est une zone exempte d'armes nucléaires. De la même manière, vous avez tout à fait raison de dire que depuis la fin de la guerre froide, le nombre total d'ogives sur la planète a diminué drastiquement, au point que, juste pour vous donner un ordre de grandeur, au point que si on voulait, en supposant aucun obstacle politique et stratégique, rien, si on voulait juste dire, voilà, on va continuer la vitesse à laquelle la diminution a eu lieu au moins jusque dans les années 2010, eh bien, il nous faudrait moins de 10 ans pour arriver à zéro. Maintenant, ce qui se passe,
c'est qu'on est dans un moment de choix nucléaire parce que vous avez d'un côté les États dotés d'armes nucléaires, tous, qui sont en train de commencer des processus de modernisation, voire de perpétualisation de leurs arsenaux, qui conduisent à ce que ces arsenaux, soient opérationnels pour les 50 ou 60 prochaines années, voire jusqu'à la fin du siècle. Donc d'un côté, vous avez ces processus de modernisation, et de l'autre côté, vous avez un traité d'interdiction des armes nucléaires qui est entré en vigueur en janvier 2021 et qui, lui, tente de délégitimer ces systèmes d'armes. Donc là, vous avez une confrontation de vision sur la légitimité, l'utilité, la moralité des armes nucléaires. Voilà. Donc ça, c'est juste pour rappeler dans quel contexte on est. Aujourd'hui, il reste 13 000 armes nucléaires sur la planète. Un article de Nature de l'année dernière nous rappelle que l'usage de 1% de ces arsenaux dans des conditions précises suffirait à produire une famine planétaire. Donc, si vous voulez, la raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que oui, il y a eu une grande réduction, mais du point de vue de la capacité de l'arsenal existant à causer une catastrophe sans précédent, cette capacité-là, elle est inaltérée, totalement inaltérée. Maintenant, le deuxième bout, c'était votre question sur le papier de Cold War History qui s'appelle Unfit for Purpose et qui a été coécrit avec mon collègue Sébastien Philippe. Eh bien, ce papier se penche sur la première génération de la force de frappe nucléaire française de 1956 à 1974. Le propos de ce papier, c'est de dire, d'une part, est-ce que la force de frappe jusqu'en 1974 était crédible? Et d'autre part, est-ce que, et là j'en reviens à ma discipline des relations internationales et des études stratégiques, qui ces dernières années s'est enamouré de la notion de grande stratégie et de rationalité stratégique, donc se poser la question, est-ce que rétrospectivement, on peut parler d'une rationalité stratégique dans ce domaine? Eh bien, ce qu'on fait dans ce papier, c'est très simple, c'est qu'en fait, on utilise des archives françaises qui sont des entretiens d'un des participants et d'un des historiens officiels de l'arsenal nucléaire, l'amiral Duval, qui s'est entretenu avec la plupart des participants au programme nucléaire. D'un côté, ces archives étaient disponibles, mais elles n'avaient pas été utilisées pour poser ce genre de questions. Et on utilise aussi un travail d'archives à l'international, au Royaume-Uni, aux États-Unis, notamment des documents issus des publications stratégiques, mais aussi des documents inédits du renseignement britannique et américain, de la CIA, les archives inédites des stratèges Albert Wohlstetter et quelques autres, pour mesurer justement est-ce que, du point de vue des Alliés, la force de frappe française était crédible. Et je fais une petite pause ici parce que pour vos auditeurs, ça peut vous paraître tout bête, hein, mais ce qu'il faut voir, c'est que dans les études nucléaires, il y a une faute méthodologique extrêmement commune qui est de ne pas aller regarder l'effet de la dissuasion là où il le faut. C'est-à-dire d'aller chercher la réponse à la question « est-ce que la dissuasion est crédible ?» en regardant ou en écoutant celui qui entend dissuader. Or, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, mais attendez, si vous voulez savoir si on est crédible ou pas, il ne faut pas regarder ni écouter celui qui dit son intention. Il faut aller regarder les effets de ses intentions. Et alors, dans la mesure où la documentation russe à laquelle nous avons pu avoir accès parle très très peu de la France, on en a fait un certain nombre d'extrapolations en termes de qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, mais on s'est aussi dit, si le renseignement américain, britannique et la presse stratégique internationale communiquent une absence de crédibilité de la force de frappe française et que cette absence de crédibilité, elle est cohérente entre ce qui est dit dans le public,
ce qui est dit en privé par les stratèges et ce qui est dit par les techniciens de l'arsenal français lui-même, c'est un des éléments nouveaux de notre papier, c'est-à-dire de faire une nouvelle analyse technique des plans de vol, des capacités en kérosène du Mirage 4 lui-même, qui était un des vecteurs principaux de la première génération de la force de frappe. Si tous ces éléments-là, qui nous suggèrent que la force de frappe française jusqu'en 1974 n'était pas crédible, si tous ces éléments-là sont dans le public et sont audibles, il nous semble extrêmement peu plausible que les soviétiques n'en aient pas eu vent. Et donc, si vous voulez, la conclusion et le malentendu de la controverse qui a eu lieu, c'est que, si vous voulez, on nous dit « Ah oui, mais ces choses-là, on les connaissait ». C'est faux pour deux raisons. C'est faux d'abord parce que il est vrai que ces critiques existaient à l'époque. Ce que nous disons dans le papier de Cold War History, qui est d'ailleurs disponible en accès libre, j'invite vos auditeurs qui sont intéressés à aller le consulter. Bien sûr que c'était dit, mais le propos, c'est précisément que cette critique a été oubliée à quelques exceptions près. Mais le discours hégémonique depuis les années 90, c'est d'avoir oublié cette critique. Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'on la remet sur le tapis et on la réévalue à la lumière d'archives inédites étrangères et d'une nouvelle analyse technique. Et donc, ce qu'on trouve, c'est que l'arsenal nucléaire français jusqu'en 1974 ne répond pas aux exigences de la crédibilité technique et que les Alliés ne le jugent pas crédible non plus, contrairement à ce qu'on aime se raconter depuis les années 90. D'accord. Donc, oui, effectivement, je mettrai le lien dans la description pour que les gens puissent consulter l'article. Et qu'est-ce qui a rendu la France crédible, du coup, une fois cette période passée? Alors, ça, c'est une question très difficile. Et en fait, la réponse nous renvoie au début de notre discussion. C'est-à-dire qu'il faut mesurer d'abord que quand on parle d'armes nucléaires, on est dans un champ de la connaissance très particulier, où d'abord le secret joue un rôle très spécifique, où par exemple en France, puisqu'on là on parle du cas de la France, on a la loi du 15 juillet 2008 qui permet de classifier à perpétuité des archives au nom de la non-prolifération. Et donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous avez aussi un effet disciplinaire qui fait que les collègues ne se posent plus ces questions-là et qu'on a tendance à produire un biais de confirmation à partir de ce dont on dispose. Donc la question de à partir de quand est-ce que la France est crédible reste ouverte, puisque ce que notre papier a établi, jusqu'à preuve du contraire, parce qu'encore une fois, nous sommes des chercheurs, on peut tout à fait prouver qu'on a tort, mais là, jusqu'à preuve du contraire et au vu de toutes les sources disponibles, il s'avère qu'au moins jusqu'en 1974, elle ne l'était pas. À partir de quand elle le devient, il y a des propositions. Dans la littérature, on entend « Ah oui, dans la deuxième moitié des années 70 ». Il y a des gens qui disent au début des années 80. Mais il va falloir faire le travail technique qu'on a fait, d'analyser les performances de l'arsenal et d'aller voir les perceptions des alliés et des adversaires, ce que nous n'avons pas encore fait. Donc, si vous voulez, c'est aussi un élément important pour vos auditeurs. La différence entre le chercheur et l'expert, le chercheur honnête et l'expert, c'est que le chercheur va vous dire « je ne sais pas ». Et ma réponse à votre question, c'est « je ne sais pas ». Parce que la recherche adéquate n'a pas encore été conduite. Bonne réponse. Et donc, la France possède à peu près 300 têtes nucléaires, c'est ça? À peu près, oui. Est-ce qu'en ce moment, il y a des pays qui sont, à notre connaissance, parce que j'imagine que c'est toujours quelque chose qui est très difficile, il y a beaucoup de secrets qui entourent le développement d'armes nucléaires, mais est-ce qu'il y a des pays qui sont suspectés de développer ou d'être en recherche de développer de l'arme atomique? Ou est-ce qu'on peut envisager que dans le futur, de nouveaux acteurs surgissent? Si vous voulez, une des leçons de l'histoire nucléaire, c'est vraiment que les prophètes de la prolifération sont particulièrement mauvais et se sont systématiquement trompés. Donc, pour le chercheur que je suis, ce que j'en déduis, c'est qu'il ne faut pas que je m'adonne à cet exercice-là, qui est un exercice éminemment voué à l'échec. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis
la fin de la guerre froide, la focalisation sur la prolifération est une focalisation essentiellement sur l'Iran et la Corée du Nord. On a eu pendant un temps une focalisation sur le Myanmar, la Birmanie, qui s'est avérée fausse. Et il faut aussi observer, ça c'est intéressant, que notre capacité de détection des programmes nucléaires aujourd'hui est bien meilleure que ce qu'elle était dans les années 70. Ça, c'est exact. Oui, je vais m'en tenir à ça pour l'instant. Et justement, comment un pays peut savoir si un voisin est en train d'enrichir d'uranium ou quelles sont les méthodes comment on peut savoir? Est-ce que c'est parce que j'imagine qu'aussi le nucléaire, c'est aussi le nucléaire civil, donc il y a une différence entre les deux. Alors, je vais pas entrer dans la question du lien entre le civil et le militaire pour l'instant. Si vous voulez, le régime de non-prolifération est tel que la plupart des États ont des accords de garantie avec l'Agence internationale de l'énergie atomique qui sont plus ou moins exigeants. Pour le dire très simplement, le protocole additionnel aux accords de garantie conclus avec l'Agence internationale de l'énergie atomique permet des inspections inopinées et particulièrement approfondies. Ce protocole additionnel n'est pas universellement répandu, mais donc un moyen, si vous voulez, de confiance et de contrôle, c'est justement la possibilité d'utiliser des inspections telles que les inspections de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais il ne faut pas non plus oublier que les éléments à ce sujet sont fournis essentiellement par les services de renseignement des différents pays. Donc la surveillance satellitaire joue un rôle, d'ailleurs public et privé, joue un rôle extrêmement important en la matière. Donc là, pour rentrer dans une autre partie qui concerne le risque, j'ai l'impression que tout ce qui entoure la sécurité des armes nucléaires et de leurs menaces a un peu quitté l'esprit de la plupart des gens, du citoyen moyen, on va dire, parce qu'on a tendance à se dire que c'était surtout pendant la guerre froide qu'il y avait des tensions, mais qu'aujourd'hui, on est plus ou moins à l'abri d'un holocauste nucléaire. Pourquoi est-ce une vision qui est fondamentalement biaisée et dangereuse ? Merci de la question, c'est une question essentielle. Je pense que la façon de saisir vos auditeurs par rapport à ça, c'est de leur dire que nous avons tous un petit cousin de 5 ans qui se cache derrière son petit doigt. Il se dit que s'il se cache bien derrière son petit doigt, on va pas le trouver. Et quand c'est votre cousin de 5 ans qui fait ça, vous vous dites quand même qu'il n'est pas raisonnable et qu'il devrait savoir que sa stratégie ne fonctionne pas. Mais le problème, c'est que nous avons tous une grande tendance à nous cacher derrière notre petit doigt face à la menace nucléaire parce que, et c'est pour ça que vous m'entendrez souvent parler de vulnérabilité, de manière fondamentale, le fait premier de notre condition nucléaire, c'est que depuis le couplage de têtes thermonucléaires et de missiles balistiques, il n'est plus possible de protéger la population en cas d'attaque nucléaire. Précisément parce que les défenses antimissiles ne sont pas suffisamment précises ni performantes pour pouvoir intercepter la totalité des armes qui vont être lancées et parce que la vitesse du missile balistique rend cette interception extrêmement difficile. Le missile balistique va de Washington à Moscou en moins d'1 heure. Ce que ça veut dire, c'est que ce couplage qui a lieu au début des années 60 nous met dans une situation de vulnérabilité fondamentale si un lancement délibéré, accidentel, involontaire, non autorisé, quelle que soit sa source, si un lancement a lieu, va atterrir quelque part et faire des dégâts considérables. Les tentatives d'abri anti-atomique et de ce qu'on a appelé défense civile pendant la guerre froide ont été révélées comme des tentatives parfois sincères, mais matériellement très insuffisantes et inefficaces face à la possibilité de la guerre nucléaire. Donc, cette vulnérabilité demeure. Or, la discussion sur les politiques de dissuasion nucléaire et sur les politiques nucléaires en général reste un discours de protection, comme si la protection était possible. Or, un discours honnête devrait être un discours qui reconnaît d'abord ces vulnérabilités et qui dit au nom de quoi est-ce qu'on les accepte,
comment est-ce qu'on les échange, comment est-ce qu'on les modifie, mais un discours avant tout qui reconnaît que la protection n'est plus une possibilité. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, je pense qu'il faudrait en avancer 3. Le deuxième élément, c'est le lien avec cette histoire de se cacher derrière le petit doigt, c'est que quand on se cache derrière le petit doigt, on a l'impression que ça suffit pour ne pas être affecté. Et c'est la même chose avec les armes nucléaires. On a l'impression que si on regarde ailleurs et si on ne s'en soucie pas, eh bien, on pourra dormir tranquille. Alors, il y a une blague très commune qui est vous souciez pas de la guerre nucléaire, mais la guerre nucléaire se soucie de vous quand même. Et là, vous avez un premier élément. Mais ce que vos auditeurs doivent bien saisir, c'est que même ce que nous espérons tous, en l'absence d'explosion nucléaire accidentelle ou en l'absence de guerre nucléaire, les citoyens présents dans ce monde sont déjà saisis par une série d'injonctions liées à la présence d'armes nucléaires dans ce monde. Par exemple, s'ils sont citoyens d'un État doté d'armes nucléaires, eh bien, ils sont saisis en tant que contribuables, parce que leurs impôts contribuent à financer cet arsenal. Ils sont aussi saisis parce que, comme je vous l'ai dit, du fait de la vulnérabilité et du fait de ce qu'on appelle le jeu des frappes contre-force, le ciblage des armes nucléaires de l'ennemi, le fait de disposer d'armes nucléaires sur votre sol fait de vous une cible prioritaire. Donc, dans le jeu de la dissuasion, les citoyens des États dotés d'armes nucléaires doivent accepter que leur État est ciblé par un adversaire nucléaire potentiel qui aurait une politique de ciblage de l'ordre de la contre-force, c'est-à-dire qui cible les forces de l'ennemi. Et enfin, les citoyens des États dotés sont mobilisés d'une troisième manière, qui est que si jamais le chef de l'État était amené à ordonner une frappe, il le ferait, puisqu'il n'a pas le temps de consulter le Parlement et il a les prérogatives pour le faire, il le ferait au nom du corps politique tout entier, donc au nom de nous autres citoyens. C'est-à-dire notre consentement tacite, la riposte nucléaire, il est supposé déjà acquis. Donc de ces trois façons-là, nous sommes d'ores et déjà mobilisés et saisis d'injonctions par l'État doté d'armes nucléaires. Vous voyez bien que si vous êtes dans un État hôte, les injonctions sont légèrement différentes et que si vous êtes dans un État non doté d'armes nucléaires, eh bien, la question de votre vulnérabilité demeure et la question qui se pose, c'est justement quel est le rapport de votre État par rapport à des alliances nucléaires ou à des structures de nucléarisation de la politique internationale. Effectivement, mais parce qu'il y a cette idée de dissuasion mutuellement assurée, mais fondamentalement, enfin, c'est une idée qui est comment on dit, faillible, enfin, flawed en anglais. Je sais pas trop dire le mot, mais voilà. Parce que finalement, quels sont les arguments les plus souvent énoncés par ceux qui défendent l'arsenal nucléaire? Est-ce que c'est la protection Si vous voulez, ça, c'est un débat extrêmement long, donc je vais le prendre par des petits bouts importants. Le premier bout, c'est ce que vous disiez. Il faut d'abord et avant tout comprendre que les promesses nucléaires ne peuvent pas être des promesses de protection. Elles doivent être des promesses d'acceptation de la vulnérabilité comme condition de la sécurité. Ou alors, d'ailleurs, de non-acceptation de la vulnérabilité. Mais à ce moment-là, il faut reconfigurer la chose. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, si vous voulez, et là j'en arrive à des contributions fondamentales de mon équipe de recherche, c'est que le discours sur les 75 dernières années de l'âge nucléaire est bien souvent un discours de contrôle, ou un discours de succès de la dissuasion, de succès parfait. Et mon propos, il est double. Il est de dire, d'abord, il y a des cas dans lesquels on peut établir que la dissuasion a échoué, mais son échec n'a pas abouti à une explosion nucléaire. Donc il faut distinguer entre les échecs qui n'ont pas abouti à une explosion nucléaire et les échecs qui ont abouti à une explosion nucléaire. Il ne faut pas dire que la dissuasion n'a jamais échoué, ça c'est pas exact. Et le deuxième élément, c'est que un grand nombre de militaires, de stratèges, d'hommes politiques américains, russes, britanniques ont dit
depuis la fin des années 60 que on a échappé à une explosion nucléaire non désirée par chance. La formulation la plus célèbre de ça, c'est l'ancien secrétaire à la Défense Robert McNamara, qui dans le film de Errol Morris, The Fog of War de 2003, qui est une espèce de conversation sur les leçons que M. McNamara a tirées de sa vie, dit, à propos de la crise des missiles de Cuba de 1962, « In the end, we lucked out. It was luck that prevented nuclear war. » À la fin des fins, on a eu du pot, c'est la chance qui a empêché la guerre nucléaire. Il ne s'agit pas de croire M. McNamara sur parole, mais bien d'observer qu'il était secrétaire à la Défense à l'époque et qu'il a tout intérêt à vous raconter une histoire du contrôle parfait, parce que ça donnerait une image de lui comme un dirigeant contrôlant, une image d'ailleurs qu'il aimait projeter pendant toute sa carrière, plutôt que quelqu'un qui littéralement avait perdu le contrôle de la situation. Or, c'est bien l'image que M. McNamara décide de projeter à partir des années 2000, et il n'est pas le seul. Et le propos que j'essaye de tenir là, c'est que les méthodes de la discipline de l'histoire diplomatique ne permettent pas de penser cette question, et la science politique n'avait pas adéquatement conceptualisé la chance par rapport au contrôle. Et donc, ce que nous avons fait, c'est précisément ça, proposer une définition distinctive de la chance qui nous permet rétrospectivement de dire, voilà, tous les cas où les armes nucléaires n'ont pas explosé ne sont pas tous des cas de succès de la dissuasion. Il y a des cas de succès de la dissuasion, mais il y a aussi des cas où l'absence d'explosion nucléaire non désirée est due à une défaillance des pratiques de contrôle, c'est-à-dire des cas où c'est grâce à une défaillance des pratiques de contrôle que cette explosion n'a pas eu lieu. Et il y a aussi des cas où c'est indépendamment des pratiques de contrôle que cette explosion n'a pas eu lieu. Ou alors le troisième cas, c'est des cas où ça n'a pas eu lieu en dépit de la défaillance des pratiques de contrôle, auquel cas ça manifeste une robustesse de l'édifice, mais il y a une défaillance de la dissuasion de premier ordre et pas de second ordre. C'est ça que le concept de chance, pensé analytiquement de manière rigoureuse, permet de distinguer. Sinon, on est victime, vous voyez, d'une espèce d'illusion rétrospective de contrôle parfait, dont la psychologie cognitive nous a montré qu'elle était là dans plein d'autres domaines de la vie. Je vous donne un exemple non nucléaire que j'emprunte au prix Nobel Danny Kahneman dans son livre Thinking Fast and Slow. L'histoire, par exemple, des grands entrepreneurs, c'est toujours une histoire d'illusion rétrospective, de lucidité et de grande planification stratégique. Et Kahneman explique, je crois que c'est à propos des fondateurs de Google ou d'un des grands géants de l'Internet, et il dit, voilà, rétrospectivement, on dit ces jeunes savaient ce qu'ils allaient faire, et donc le succès grandiose de cette entreprise. Et donc, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais vendu. Et supposément, donc, qu'ils n'ont jamais souhaité vendre. Or, si on regarde l'histoire de l'entreprise, on découvre qu'au moins à une reprise, ils ont voulu vendre, mais ils ont été trop gourmands et donc n'ont pas trouvé d'acheteurs à leur prix. Vous voyez bien que si on tombe dans une illusion rétrospective de « ils n'ont jamais voulu vendre », on manque cet épisode-là. Et c'est ce genre d'illusion rétrospective du contrôle et de la vision à long terme qu'on appelle hindsight bias, qui est souvent présente dans la façon dont on pense le passé nucléaire dans sa globalité. C'est très important parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, les mécanismes de modernisation des arsenaux qui sont en cours nous projettent pour des durées de 50 à 60 ans. Donc, il faut se demander quelle est la nature du pari qu'on est en train de faire sur l'avenir en acceptant de projeter ces systèmes d'armes vers le futur pour une durée aussi longue. Oui, parce que c'est vrai que c'est juste si on utilise les probabilités, à un moment donné, c'est presque garanti qu'il y aura une explosion nucléaire s'il y a des armes nucléaires sur la planète. Si on pousse la durée assez loin dans le temps, sur 2 siècles, 3 siècles, la chance qu'on garde le contrôle, surtout, comme vous le disiez, considérant le rôle de la chance,
il est juste, ça finit par arriver. Et donc, j'ai fait une vidéo, c'est vrai que sur le sujet un petit peu, donc sur la chaîne, et je prends l'exemple d'un funambule, c'est-à-dire qu'un funambule, s'il marche sur un fil pendant 20 mètres, c'est une chose, mais si on l'oblige à marcher sur un fil pendant 10 km, voire toute sa vie, à un moment donné, il tombe. C'est mathématique, quoi. Donc c'est vrai que quand on prend en compte les statistiques, ça fait peur. Je pense qu'on reviendra sur le rôle de la chance. J'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse sur la crise de missiles de Cuba, puisque c'est probablement l'exemple le plus connu d'une tension nucléaire qui a failli escalader à un échange et probablement la Troisième Guerre mondiale. Pour les auditeurs qui ne sont pas trop au courant de cette épisode, est-ce que vous pourriez dresser les grandes lignes de ce qui s'est passé? Déjà, est-ce que c'est, selon vous, l'épisode historique où on a échappé le plus à un échange nucléaire, ou est-ce qu'il y en a eu d'autres qui, selon vous, sont encore plus révélateurs on l'a échappé belle? Le premier élément pour répondre à cette question, c'est de dire que depuis une trentaine d'années, il est établi qu'une explication par le contrôle de l'issue pacifique de la crise de Cuba ne correspond pas à ce qui s'est passé. C'est-à-dire, le contrôle et des décideurs rationnels n'auraient pas suffi à éviter l'escalade. Il a fallu, en plus de ça, des facteurs que j'appelle chance, du type de l'expérience particulière d'un sous-marinier soviétique, Vassili Arkhipov, dont l'expérience passée des défaillances de sous-marins particuliers et son expérience militaire en général l'a conduit à refuser que la torpille dans son sous-marin soit lancée. Il faut que je vous donne des détails sur cet épisode-là. Donc, la crise de Cuba, on est en octobre 1962 et le renseignement américain et le président américain annoncent qu'il y a des armes supposément nucléaires à Cuba, ce qui aboutit à une confrontation et à une escalade qui se joue en partie à la tribune des Nations Unies, en partie à la télévision américaine retransmise en direct. Et donc pendant ces 13 jours, ce qu'on apprendra 30 ans plus tard, c'est qu'il y avait autour de Cuba des sous-marins soviétiques qui étaient tous armés, enfin 4 sous-marins soviétiques, qui étaient tous armés d'une torpille à tête nucléaire avec une charge d'environ 10 kilotonnes. C'est comparable à celle qui a rasé Hiroshima. Dans le cadre de la crise de Cuba, ce qu'on a voulu faire, ce que les États-Unis ont fait, c'est un blocus de l'île pour mettre en œuvre ce blocus. Les bateaux de surface américains ont largué ce qu'on appelle des practice depth charges, c'est-à-dire des grenades pour forcer les sous-marins à faire surface. Dans le cadre de ces pratiques-là, le problème, c'est que on a frappé l'un des sous-marins et on lui a fait perdre le contact avec Moscou. D'où le protocole qui entre en vigueur, qui est si vous perdez le contact avec Moscou, c'est peut-être que la guerre nucléaire a commencé, qu'il n'y a plus de Moscou, et donc vous êtes en droit, et plus qu'en droit en fait, de causer le plus de dommages possible à l'adversaire. Donc dans ce sous-marin, qui est littéralement en perdition, qui est dans une situation où il fait extrêmement chaud, il fait presque 50 degrés dans la salle des machines. L'histoire est racontée en détail dans le livre de Michael Dobbs, One Minute to Midnight. Eh bien, à ce moment-là, dans ce sous-marin-là, il fallait que la chaîne de commandement s'accorde pour que l'ordre de lancement puisse être exécuté. Et Vassili Arkhipov est la troisième personne qui a dit non. C'est-à-dire, s'il n'avait pas dit non, une torpille de 10 kilotonnes avec une tête nucléaire de 10 kilotonnes aurait explosé à Cuba. Donc là, vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas juste l'exécutant d'un ordre direct issu de Khrouchtchev ou de Kennedy. De la même manière, pendant la crise de Cuba, on a un U-2 qui
qui entrent dans l'espace aérien soviétique. Comme on est en DEFCON 2, en fait, la chasse américaine décolle pour porter secours à cet avion U-2, avec sous leurs ailes des missiles à tête nucléaire et la possibilité pour les pilotes de les utiliser à gré. Du coup, évidemment, la chasse soviétique décolle aussi. Et le hasard fait que les deux escadres ne se rencontrent pas. Si elles s'étaient rencontrées, la décision ou pas d'utiliser ces armes serait revenue à un des pilotes de l'US Air Force et non pas au président des États-Unis. Vous avez, si vous voulez, toute une série d'éléments qui font que ce qui a décidé l'absence d'escalade à Cuba ne relève pas du contrôle et porte aussi sur des bonnes décisions prises à partir d'informations fausses. Donc, on ne peut pas du tout raconter cette histoire-là comme une histoire du contrôle parfait. De fait, le président Kennedy n'avait pas le contrôle parfait. Quelques mois avant la crise de Cuba, des armes nucléaires américaines ont pris feu sur une base Lakenheath. Il y a aussi un missile qui est tombé et qui a dévalé une colline en Italie quelques mois avant la crise de Cuba. Et à cette époque-là, on n'avait pas sur les armes de Permissive Action Links, c'est-à-dire on n'avait pas de système de verrouillage qui empêchait les opérateurs de l'arsenal de les faire exploser délibérément. Il y avait une possibilité là qui est grande. Donc, si vous voulez, je vous donne là un panorama un peu trop long, je m'en excuse, de toutes les raisons pour lesquelles l'issue favorable de la crise de Cuba n'est pas réductible au contrôle. Elle exige beaucoup de chance sous toutes ses formes, la désobéissance, les éléments qui n'ont rien à voir avec les pratiques de contrôle et des fois la robustesse du système. L'élément intéressant, c'est que ça s'est établi dans la littérature depuis 30 ans. Je renvoie vos auditeurs à un papier d'abord en anglais mais traduit en français sous le titre « L'insoutenable légèreté de la chance ». Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que il nous faut 30 ans après l'événement pour prendre la mesure du danger de la crise de Cuba et pour contrer une version officielle, notamment portée par Ted Sorensen, qui était le conseiller du président Kennedy. Et la raison pour laquelle je vous raconte cette histoire-là, c'est précisément pour vous dire, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, en termes de vulnérabilité épistémique. C'est-à-dire que vous avez un discours sur le passé nucléaire qui est contraint par le secret, par les loyautés politiques, mais aussi par le mandat des institutions dont la responsabilité est d'affirmer le contrôle parfait sur les armes, qui donc ont un intérêt de survie institutionnelle à ne pas communiquer les limites du contrôle sur les armes. Et ça, c'est pas juste une possibilité théorique. Encore une fois, vous avez ce cas de Ted Sorensen qui, pendant 30 ans, ment sur ce qui s'est passé à Cuba par loyauté pour Kennedy et avoue qu'il a menti peu avant sa mort. Et vous avez aussi deux autres faisceaux de preuves. Une preuve qui est dans les mémoires de l'amiral Philippon, le chef d'état-major particulier du général de Gaulle, qui dit « J'ai toujours rendu compte au général des choses les plus importantes. » Et il s'interrompt et il dit « Non, sauf une fois. Et cette fois-là, c'était sans doute la fois qui aurait été la plus importante. C'est la fois où, sur la base d'Orange, un Mirage 4 a décollé suite à une fausse alerte avec une bombe sous ses ailes. » Et là, quelle que soit l'issue de la chose, vous voyez que vous avez un officiel qui, en situation de fausse alerte et donc de perte de contrôle ou de défaillance ou de désobéissance, choisit de ne pas rendre compte de l'imperfection. Troisième exemple de la même chose, les archives privées de Robert Purifoy. Robert Purifoy, c'est l'ingénieur sûreté qui a travaillé au laboratoire de fabrication d'armes nucléaires américaines de Sandia de 1952 à 1991. C'est lui qui a justement été la cheville ouvrière, et plus que ça, de l'amélioration des systèmes de sûreté des arsenaux nucléaires américains. Eh bien, quand Robert Purifoy
prend connaissance de l'accident de Goldsboro en janvier 1961 et du fait justement que c'est un interrupteur de sûreté qui coûte $5 qui a empêché une explosion de 3,8 mégatonnes au nord de la Caroline du Nord. Il dit il faut vraiment améliorer la sûreté des armes nucléaires américaines et il faut prioriser, il faut donner la priorité à l'objectif de sûreté par rapport à l'objectif de ce qu'on appelait à l'époque readiness. C'est-à-dire vous avez littéralement un dilemme entre est-ce que vous donnez la priorité à la sûreté des armes, auquel cas il va falloir un peu plus de temps pour les activer, ou alors est-ce que vous donnez la priorité à ce qu'on appelait readiness, c'est la capacité, la vitesse avec laquelle elles peuvent être employées, auquel cas du coup les mécanismes de sûreté vont être un peu moins sûrs. Purifoy, son propos, c'était de dire regardez là, on a été défaillant, et il illustre aussi un certain nombre d'autres cas, ce qui répond à votre question. Bien sûr que Cuba n'est pas le seul cas, j'y viens dans une seconde. Et face à lui, la réponse c'est ah mais ça, il ne faut pas en parler à Washington parce que ça va nous poser des problèmes au niveau institutionnel. Et surtout, si nous on a ce problème-là, eh bien les Soviétiques doivent avoir le problème, mais bien pire. Ça, c'est peut-être vrai ou pas, j'en sais rien, mais ça ne change rien au fait qu'on est dans une situation institutionnelle dans laquelle le mandat de l'institution, c'est le contrôle parfait. Donc, en l'absence de contrôle parfait, bien, il y aura une grande incitation professionnelle à ne pas communiquer ses limites. Et c'est pour ça que, si vous voulez, le souci de l'exactitude historique exige de ne pas croire sur parole les discours du contrôle parfait, mais de construire des méthodologies qui permettent de les évaluer. Le troisième bout de votre question, c'était est-ce que Cuba est le seul cas? Non. Il y a toute une liste. Dans un rapport, un des états de la liste, c'est un rapport aussi publié librement donc, que j'ai coécrit qui s'appelle Too Close for Comfort en 2014, publié par Chatham House. Mais le propos, c'est vraiment d'observer que le degré de transparence sur le passé nucléaire et les cas de presque est très inégal d'un État nucléaire à l'autre. Il est très avancé aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il est bien plus faible dans tous les États dotés d'armes nucléaires. Ce qui veut dire que ce que nous savons sur les cas de presque est très, très, très probablement un portrait incomplet de ce qui s'est passé. Si vous prenez le cas soviétique, donc l'Union soviétique dispose de systèmes d'armes nucléaires depuis 1949. Il est difficile de croire qu'en 70 ans, avec un arsenal de la taille de leur arsenal, il n'y a jamais eu de problème ou de cas de presque en dehors de Cuba. Donc vous voyez, ce que ça nous dit, c'est que vraiment, on a une connaissance qui est très limitée, alors qu'on produit des justifications et des discours comme si notre connaissance était complète et valide. Oui, l'URSS, il me semble que, le cas que j'ai entendu parler aussi, c'est celui d'une personne qui s'appelait Stanislav Petrov, qui a aussi empêché probablement à lui seul, un conflit. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement durant cet incident? C'était dans les années 80, il me semble. Oui, c'est le 26 septembre 1983. Et donc, c'est le lieutenant-colonel Petrov, qui était un officier radar. Et ce qui se passe, si vous voulez, c'est que il y a une défaillance du système radar. Et ce système radar montre 1, puis 2, puis 3, puis 4 et jusqu'à 5 points qui pourraient être interprétés comme des lancements ennemis, ce qui, du coup, obligerait le colonel Petrov à rendre compte de ces lancements ennemis et à annoncer la détection de ces lancements ennemis à sa hiérarchie. Or, le colonel Petrov choisit de prendre le temps de la réflexion, plusieurs minutes, et de dire que c'est une fausse alerte. Il aura raison. La raison pour laquelle c'est important, c'est que, encore une fois, rétrospectivement, on raconte cette histoire comme c'est quelqu'un qui a été bien formé et qui a fait ce qu'il faut. Alors, oui, il a été bien formé, et il dit dans une interview à la BBC en 2013, il parle d'instinct.
Il dit j'ai eu un instinct que c'était pas correct. Mais ce qu'il faut observer, c'est que la formation du colonel Petrov exigeait la promptitude du rapport. C'est-à-dire le temps qu'il prend, le temps qu'il s'octroie pour faire son choix en son âme et conscience, est autant de temps qu'il l'enlève aux décideurs supérieurs hiérarchiques pour décider de la riposte. Donc littéralement, Petrov s'accapare un temps qui ne lui appartient pas, et ce faisant, je considère que ça relève de la désobéissance. D'ailleurs, après avoir fait ce qu'il a fait, Petrov va être blâmé pour ne pas avoir rempli adéquatement le cahier de l'incident et du coup va être renvoyé de l'armée soviétique. Ah, c'est assez incroyable d'apprendre ça, sauver le monde presque. Pour être précis, on ne peut pas savoir ce que les décideurs au-dessus auraient décidé. Mm-hmm. On n'en sait rien. Mais en tout cas, il a contribué à ce que la bonne décision soit prise, nécessairement. Par curiosité, Arkhipov, après donc, la crise de missiles de Cuba, est-ce qu'il a été... je sais pas, est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de lui? Est-ce que la Russie s'est dit, ok, bon, bien joué, ou est-ce qu'il a été récompensé? Parce que je sais qu'il a reçu récemment, enfin, il y a quelques années, un prix du Future of Life Institute pour avoir contribué à éviter, du coup, l'apocalypse. Alors, Petrov avait été récompensé par les Nations Unies. D'accord. Concernant Arkhipov, il y a un certain nombre de témoignages de son épouse et donc de sa veuve. Et sur ce point, je peux rien vous dire de précis. J'ai ma collègue Svetlana Sevranskaya, American University, qui travaille sur justement la mémoire d'Arkhipov, qui pourrait vous en dire davantage. Et aussi, est-ce que là, en France, il y a eu des moments de presque ou un incident matériel ou comme il y a eu le coup du Mirage apparemment, mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Alors, l'épisode du Mirage est celui qu'on connaît le mieux, dont on connaît certaines choses. C'est un épisode assez technique, donc je pense que je vais pas vous raconter le détail de la technique. Vous pouvez encore une fois aller voir le papier de Cold War History dans lequel il est raconté en détail à partir de toutes les sources disponibles. Le propos, si vous voulez, il est double. Il est de dire, voilà, une fausse alerte, ça existe. La chose intéressante, c'est qu'une fois que le Mirage a décollé avec la bombe sous ses ailes, eh bien, si c'est une fausse alerte et qu'il doit revenir à la base, ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque en fait, le Mirage a fini par faire demi-tour par manque de kérosène, l'atterrissage n'est pas censé avoir lieu avec la bombe sous les ailes, puisque précisément, le propre de la mission pour laquelle vous êtes préparé, c'est le décollage, le largage de la dite bombe et le retour à la base, si possible. Pour le Mirage, on pourra discuter sur le fait que de toute façon, c'était conçu comme une mission aller simple. Mais dans tous les cas, le défi sécuritaire et technologique, c'est vous n'êtes pas du tout censé réatterrir avec la bombe sous vos ailes. Et le danger était là. Sans compter les limites de la sûreté des premières générations d'armes nucléaires françaises, qu'encore une fois, on documente dans le papier de Cold War History. Très bien. Encore une fois, je mettrai le lien dans la description. Comment se passe la chaîne de commande lors d'une décision de lancer une attaque en France, disons? Parce que donc, le président a tous les pouvoirs à ce sujet, j'imagine. Mais prenons un cas hypothétique. Voilà, il est 5 heures du matin, il y a une alerte qui arrive. Donc le président est alerté. Il a j'imagine, quelques minutes pour prendre une décision. Il est entouré par l'état-major. C'est effrayant de se dire que ça repose sur sa décision, sur les informations qu'il possède, et finalement, le rationnel de se dire j'attaque ou pas repose sur ça, sur un instant précis. Alors, oui, là aussi, c'est une question compliquée parce que le point de départ, si vous voulez, c'est de se poser, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on sait et comment on fait pour valider ce que l'on sait. Et l'image d'Épinal, c'est justement cette image d'un homme seul qui décide tout seul et qui peut du coup appuyer. Alors, la métaphore entérinée, c'est qui appuie sur le bouton. Mais quel bouton? Qu'est-ce que c'est que ce système de transfert de l'ordre? Et si vous voulez, d'une part, on en sait peu sur ces systèmes.
Là, pour le coup, c'est aussi un autre papier qui est rendu public, qui s'appelle French Nuclear Command and Control, que vous pouvez trouver sur le site de Nuclear Knowledges, et qui vous montre d'une part que la passation des codes nucléaires d'un président à l'autre jusqu'en 1981 ne s'est jamais passée conformément au protocole, jamais. Il y a toujours eu un problème. Donc, quand on parle de ces systèmes de décision, on a cette idée que tout se passe toujours comme prévu par le protocole. Et l'histoire nucléaire nous dit un peu autre chose. Et ça, c'est un élément très important parce que si vous voulez, il faut qu'on ait une idée précise de ce qui s'est passé. Ensuite, en France, il y a un certain nombre d'autres personnages qui sont cruciaux, notamment le chef d'état-major particulier. Et il y a eu une polémique en 2016 parce que dans le cadre d'un documentaire sponsorisé par l'institution de communication du ministère de la Défense, il a été question du fait que le président pouvait choisir de déléguer l'ordre de tir nucléaire à un individu qu'on a appelé l'inconnu de province. Et donc la question c'est, est-ce que ce choix de délégation est totalement arbitraire ? Vis-à-vis de qui il peut s'appliquer et quelle serait la légitimité de cette personne autre qu'une légitimité dérivée de la décision du président. Donc la question du protocole, c'est à la fois une question constitutionnelle, mais c'est aussi une question pratique de comment est-ce que l'ordre est transféré. Et là, ce que je vous disais, c'est que dans la chaîne de commandement, en fait, française, vous avez essentiellement 3 personnes, le président, le chef d'état-major des armées et le chef d'état-major particulier. Donc, dans le cas français, il ne faut pas tomber dans la facilité de dire c'est le président tout seul. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a trois publications qui nous disent la même chose. Un des co-auteurs de cette publication est le même chercheur qui est très proche des milieux nucléaires français. Donc ça nécessite encore de la recherche. Mais la mobilisation de ces trois personnalités semble exacte. Mais il faut pas se tromper en postulant que les systèmes de commandement et de contrôle nucléaire sont les mêmes dans tous les États. Par exemple, je prends l'exemple britannique de la lettre en dernier ressort. C'est quelque chose qui n'existe pas en France. Est-ce que vous voulez que je vous dise un peu ce que c'est ? Oui, tout à fait. Oui, c'est... D'accord. Bien, si vous voulez, l'idée, c'est que, et donc en anglais, on dit letter of last resort. Mm-hmm. Et l'idée, c'est que tout nouveau Premier ministre britannique... il faut que je vous rappelle que l'arsenal nucléaire britannique est composé exclusivement de sous-marins. D'accord. Donc, au Royaume-Uni, tout nouveau Premier ministre, quand il entre en fonction, a un moment rituel dans lequel il doit écrire et signer ce qu'on appelle his letter of last resort, donc lettre en dernier recours, qui, d'après le récit canonique, est placée dans un coffre dans les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins britanniques, de sorte que si les sous-marins ne sont plus en contact avec Londres en situation de crise nucléaire et que ça escalade, l'ordre du Premier ministre est déjà à bord. Donc la question, c'est quel est cet ordre ? Est-ce que cet ordre, c'est utiliser les armes ou non, ne tirer jamais, ou de tirer que si… D'accord. Bien, on n'a pas de lettre en dernier recours dans le cas français. On a des systèmes de transmission de l'ordre et de redondance de la chaîne de transmission. Donc, on a tendance, si vous voulez, à penser que pour tous les États nucléaires, c'est pareil et c'est centré sur le chef de l'État. Ça part d'une intuition correcte, qui est de dire que la vitesse de l'escalade nucléaire rend impossible la délibération démocratique et court-circuite cette délibération au profit de l'exécutif. Oui.
Mais c'est pas forcément une seule personne. Là, en l'occurrence, dans le cas français, c'est 3. Et en France, donc c'est sous-marin et bombardier. C'est les deux modes d'attaque. En France, depuis le démantèlement des missiles du plateau d'Albion en 1996, effectivement, la force de frappe est composée d'une composante dite océanique, les forces océaniques stratégiques, donc des sous-marins, et les forces aériennes stratégiques, donc des avions. Donc, comme on a vu, finalement, donc, il y a plusieurs mécanismes de défaillance dans cette idée de contrôle nucléaire. Donc, il y a la défaillance matérielle qui pourrait être un radar qui détecte quelque chose qui arrive alors qu'il n'y a rien. Il y a aussi quelque chose que je me suis toujours dit qu'il y avait une certaine absurdité dans l'idée que si un pays, donc prenons le cas, je sais pas, de l'URSS ou des États-Unis, donc détecte une alerte nucléaire massive, donc une première force d'attaque, parce qu'il y a cette idée donc de stratégie de force la première force de frappe doit être de paralyser l'adversaire. Ça suppose envoyer quasiment tout ce qu'on possède. Quel est le rationnel pour le pays qui se fait attaquer d'envoyer à son tour tous ces ogives nucléaires? Pour moi, ça me semble être déjà à partir du moment où l'information est confirmée qu'on se fait attaquer, on sait qu'on a perdu, puisque quasiment toutes les grandes villes du pays vont être rasées. On suppose que les principaux centres d'attaque aussi. Donc la seule chose qu'on peut se faire, c'est de précipiter encore plus le nombre de morts, d'attaquer l'ennemi et d'ajouter des millions de morts à tout ça. Et donc, voilà, je me suis toujours dit, c'est absurde, quoi. C'est vraiment cette idée qu'en fait, je crois que ça résume bien. Il y a une phrase qui résume bien ça, c'est qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée. Tout le monde est perdant, finalement. Deux réponses à ça. La première, c'est de dire que vous dites une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et tout le monde est perdant. C'est une phrase classique qui a été prononcée par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev à l'issue d'un sommet au milieu des années 80. Mais il faut bien voir que justement, il a fallu tout un temps, il a fallu 40 ans pour arriver à cette phrase et que la réaffirmation de cette phrase dans le contexte contemporain n'a pas eu lieu, alors qu'on aurait pu la réaffirmer. De manière intéressante, ceux qui ont décidé le dimensionnement de l'arsenal nucléaire américain ne sont pas ces gens-là. Ce sont plutôt les stratèges qui considéraient que les exigences de la dissuasion n'étaient pas les seules auxquelles il fallait répondre, mais il fallait aussi se rendre capable de mener une attaque préventive si besoin et de réfléchir à comment fait-on pour limiter les dégâts si jamais la dissuasion venait à échouer. Et là, vous voyez bien comment la logique de limitation des dégâts vous conduit, si vous ne pensez pas à la question de l'accident, mais vous conduit à augmenter très, très, très largement votre capacité d'attaque parce que vous allez considérer toutes les armes de l'adversaire comme des sources de dégâts potentiels. Donc, il faut être en mesure d'en détruire le plus possible. Et c'est donc cette tradition-là qui a été en tout cas extrêmement influente dans la composition de l'arsenal nucléaire américain pendant la guerre froide, ce qui explique que les Américains aient développé un arsenal considérablement plus grand que les autres États dotés d'armes nucléaires, si on fait exception de l'Union soviétique. Ça, c'est le premier bout. Sur votre question de l'absurdité de la riposte, là où c'est intuitif, c'est que dans les années 50, il y a un rapport qui s'appelle le rapport Strass, qui dit déjà, il suffirait d'une dizaine de bombes thermonucléaires qui visent le Royaume-Uni pour rendre le pays dysfonctionnel de manière irréparable. 10 bombes. Or, l'arsenal nucléaire soviétique est très au-delà de ça et le nombre de bombes qui ciblent les Royaumes-Unis est lui aussi très au-delà de ça. La protection civile dans les années 50 en France arrive à des conclusions comparables pour la France. Donc, vous voyez bien, on est encore aujourd'hui très au-delà de ces seuils-là en termes de quel est le nombre de
d'armes qui sont ciblées sur la France et sur le Royaume-Uni. Donc votre question se pose bien, c'est de dire, à supposer que la dissuasion ait échoué de manière catastrophique et que donc l'ennemi ait frappé le pays, pourquoi riposter? Parce que le pays aura été anéanti déjà. Et là, c'est une collègue, Rose McDermott, qui, à mon avis, apporte une contribution très importante. Elle dit, il n'est jamais rationnel de riposter dans un monde où la dissuasion nucléaire a échoué. De ce point de vue-là, il y a une incohérence interne cruciale de la théorie de la dissuasion nucléaire. Mais, ajoute Rose McDermott, les praticiens de la dissuasion qui sont persuadés que la riposte aura lieu, dit-elle, ont raison, parce que cette riposte sera mobilisée par ce qu'elle identifie comme des mécanismes de psychologie cognitive de l'ordre de la vengeance. C'est-à-dire, le moteur ne sera pas un moteur rationnel, ce sera un moteur, dit-elle, de l'ordre de la vengeance en situation de stress et en situation d'humiliation terminale. Oui, c'est finalement en plus il est raisonnable d'envisager que les décideurs de la riposte ne seront plus là pour voir les conséquences. Si ils sont pas dans un bunker, voilà. Donc effectivement, ça rend la chose encore plus tragique. Alors, je peux en profiter pour rebondir juste sur la question de la responsabilité là, parce que du coup, vous posez ça pose la question de la responsabilité du décideur en dernier recours. Et ce qui est intéressant et qui, moi, m'a beaucoup surpris, c'est que on présente le décideur nucléaire, ou disons le chef d'État en situation de pouvoir donner l'ordre de frappe, comme porteur d'une responsabilité extrême, d'un poids sur ses épaules. Il y a tout un tas de métaphores sur justement cette espèce de pouvoir solitaire avec une responsabilité disproportionnée. Mais ce qu'il faut voir, et ce qui me paraît assez raté la plupart du temps, c'est que la responsabilité suppose un mécanisme de reddition de compte. C'est-à-dire, on est responsable parce qu'on va être jugé pour ce qu'on a fait. Or, le chef d'État nucléaire, je l'appelle comme ça par raccourci, il peut lui arriver deux types de choses. Soit il va être amené à ne jamais utiliser les armes. Donc, le poids de cette responsabilité pendant son mandat, qui est de 5 ou 10 ans. Donc, le poids de cette responsabilité, c'est une possibilité qui ne s'exerce jamais. Donc, bon, c'est pas si extraordinaire que ça. Si jamais il utilisait les armes, eh bien, de deux choses l'une. Soit la guerre nucléaire escaladerait au point que même lui est compté parmi les victimes. Donc, sa responsabilité serait au mieux posthume, mais peut-être pas, parce qu'il faudrait réfléchir à ce qui se passerait après son trépas. Ou alors, il sera parmi les très très rares survivants, parce que les mécanismes de préservation de la chaîne de commandement vont très probablement insister sur la nécessité de garder le chef de l'État et les autres membres de la chaîne de commandement en vie, auquel cas, il est très probable qu'un effet de ralliement autour du drapeau se fasse autour de sa personne et que donc la reddition de compte quant à l'ordre de commencer la guerre nucléaire n'ait pas lieu. Parce que, vous vous rendez compte, il faudrait reconstituer exactement le début d'une guerre qui aura eu lieu très très vite, dont la plupart des survivants auront été traumatisés et dont tout le monde voudra simplement faire le deuil en recréant de la communauté. Donc, en un sens, on peut tout à fait dire qu'il est probable que le décideur nucléaire, si on entend la responsabilité comme reddition de compte, ne rende pas de compte. Et je vous dis ça d'une manière d'autant plus insistante qu'on a un exemple intéressant avec la crise de Cuba. C'est-à-dire, pendant la crise de Cuba, et c'est documenté notamment dans l'excellent livre de Martin Sherwin qui s'appelle Gambling with Armageddon. Dans ce livre-là, Sherwin nous explique en détail comment le président Kennedy dit au peuple américain et donc au monde, puisque c'est un discours qui est retransmis, que les armes nucléaires soviétiques à Cuba posent un danger pour la sécurité de l'hémisphère. Or, si on compare avec ce qu'il dit à ses conseillers les plus proches,
il ne pense pas ça, en fait. Lui et le secrétaire à la Défense McNamara et Roswell Gilpatrick arrivaient avant le discours à la conclusion que les missiles soviétiques, finalement, ne changent pas l'équilibre des puissances et littéralement, recevoir un missile soviétique qui vient de Moscou ou un missile soviétique qui vient de Cuba ne change pas grand-chose. Donc, ce qu'il y a de très fort là-dedans, c'est que Kennedy décide de faire escalader la crise, notamment pour des raisons de politique interne, parce qu'il est jeune président démocrate et il pense qu'il ne peut pas se permettre d'apparaître comme faible sur les questions de défense. Donc, il fait prendre un risque à la nation et au monde dont il ne dit pas la vraie nature. C'est-à-dire, il ment sur la nature de ce risque à la nation et au monde, et ce mensonge tient pendant 30 ans. Donc là, vous avez un cas, évidemment, ce n'est pas un cas de décision nucléaire, mais c'est un cas on peut prendre des risques avec des armes nucléaires sans avoir à en rendre compte pendant très longtemps. Parce que finalement, le seul chef d'État qui a eu à prendre la décision, c'était le tout premier. Hein. Finalement, c'était la seule. Il y a eu 2 bombes larguées sur la population civile. Donc, c'était Truman. Est-ce qu'il a eu des retours de flamme, je dirais, des critiques sur sa décision? Parce que finalement, ça a été souvent défendu comme étant une tentative de minimiser les pertes des soldats américains, puisque la guerre au Japon était en train de durer et les Japonais avaient une tendance à ne pas renoncer. Est-ce que le président Truman a été, je ne sais pas de ce que vous savez, critiqué, ou est-ce qu'il a reçu, est-ce qu'il a regretté peut-être ce qu'il a fait? C'est une question très compliquée. Je vais juste vous donner quelques éléments là. Mm-hmm. Le premier élément, c'est juste un élément de clarification. Quand vous dites qu'il y a eu 2 bombes, évidemment, il y a 2 bombes à Hiroshima et à Nagasaki qui ont été larguées pendant la guerre, en situation de guerre. Oui. Il ne faut quand même pas oublier que depuis, il y a eu plus de 2000 explosions nucléaires qui ont pour but de tester des armes. Mm-hmm. Et donc, ne nous racontons pas l'histoire selon laquelle ces armes n'ont explosé que 2 fois. Quant au président Truman, les publications les plus récentes, notamment un article de mon collègue, un chapitre de mon collègue Alex Wallerstein dans l'ouvrage The Age of Hiroshima, insiste sur le fait que la décision de Truman, c'est plutôt une décision de ne pas larguer la 3e bombe. Donc, il y a un débat sur qu'est-ce que Truman a décidé, qu'est-ce que Truman savait et comment est-ce qu'il a décidé. Donc, je n'entre pas là-dedans. Je vous fais observer simplement que la critique du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki a été manifeste et importante dès les premiers mois. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les premiers mois, elle venait aussi du monde militaire. D'accord. Donc la critique était présente assez tôt. Et le deuxième élément, c'est que l'historiographie révisionniste, notamment les travaux de Barton Bernstein, ont montré que le mythe du demi-million de vies américaines sauvées par les bombardements, en fait, ne tient pas. Mais ça, ce que ça nous montre qui est intéressant, c'est comment les choix nucléaires sont justifiés en particulier par des modes de la pensée contrefactuelle. C'est des modes de pensée sur si on n'avait pas fait ça ou si quelque chose avait changé, alors qu'est-ce qui aurait changé d'autre? Et donc, on peut avoir une discussion sur ça parce que justement, une grande partie de la publication académique sur les questions nucléaires souffre de ce que j'appelle le panglossisme, c'est-à-dire suppose que tous les autres mondes nucléaires possibles de 1945 à aujourd'hui auraient été pires que le monde dans lequel on est. Et donc la 3e bombe, c'était vis-à-vis de... Ça visait quel endroit, Tokyo? On ne sait pas. Ça aurait été une bombe supplémentaire contre le Japon. Oui, bien sûr. Très bien. Je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à dire sur la situation dans laquelle on se trouve vis-à-vis des armes nucléaires, de la vulnérabilité de la situation. Moi, je voudrais finir
par une invitation à vos auditeurs, vraiment. Et une invitation double, que vos auditeurs soient des citoyens, des militaires, des enseignants, des étudiants, des collègues chercheurs. Vraiment, je voudrais vous rappeler que vous êtes enjoints par la présence de ces armes nucléaires à accepter une série d'engagements dont je vous ai parlé tout à l'heure, à la fois des engagements fiscaux, mais aussi des engagements en termes d'acceptation du fait d'être cible et d'acceptation tacite de la riposte nucléaire. Donc, je vous engage d'abord à réfléchir à ces engagements, à si vous êtes en accord avec ces engagements, si vous êtes prêt à les prendre. Et je vous invite aussi à réfléchir au pari nucléaire, non pas en termes de protection, mais en termes de vulnérabilité, et à mesurer très fondamentalement que la connaissance dont nous disposons est maigre et qu'elle a progressé grâce à la recherche indépendante qui refuse le conflit d'intérêts et qui ne se limite pas à faire confiance à des entités qui ont un intérêt institutionnel à perpétuer le discours du contrôle parfait. Il n'y a pas dans mon invitation de choix normatif sur la dissuasion ou sur le désarmement. Je ne vous demande pas de choisir la dissuasion ou le désarmement ou une autre forme politique qui pourrait être le gouvernement mondial, l'internationalisation des contrôles des armements. Mais j'attire votre attention sur le fait que les justifications des choix politiques en la matière qui nous ont été donnés jusqu'à présent ne correspondent pas aux choix faits. Et ce que la recherche indépendante vous propose, c'est de choisir en connaissance de cause. Donc, vous pouvez aussi, en tant que citoyen, demander, par exemple, à vos élus de réfléchir à la question, d'articuler un jugement clair, de prendre position. Vous pouvez participer à l'avancée de la connaissance en demandant la déclassification des archives, en nous soutenant sur le plan moral ou en lisant nos travaux ou en participant vous-même à un travail d'avancée de la connaissance. Il y a vraiment beaucoup à faire pour que chacun d'entre nous puissions juger en notre âme et conscience de ce que nous voulons faire de ce monde dans lequel pour l'instant il y a des armes nucléaires. Ça, c'est important effectivement de comprendre qu'on a un rôle à jouer en tant que citoyen. Il faut se poser la question, est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde qui est susceptible un jour d'être méconnaissable finalement. On parle, en ce moment on vit une pandémie, c'était quelque chose qui était annoncé plus ou moins, en tout cas il y avait un risque que ce genre de situation arrive, et un jour on s'est réveillé avec une pandémie, on va dire, plus ou moins, ça a été assez rapide, et personnellement, je n'écarte pas la possibilité qu'un jour je vais me réveiller, un jour comme un autre, je dirais, et regarder, je sais pas, les news vite fait et voir que il y a eu un conflit qui a commencé, soit à cause d'un accident, soit à cause d'une mésentente, ou enfin, je sais pas. Par exemple, aujourd'hui, quels sont les pays qui sont le plus à risque d'entrer dans un conflit nucléaire? Est-ce que finalement le risque de conflit nucléaire, il est plus important du point de vue accidentel ou vraiment conflit et tension entre différents États? Si vous voulez, c'est une question à laquelle il est impossible de répondre, sauf à être du point de vue de Dieu, qui connaîtrait, si vous voulez, de manière complète et objective, la totalité du risque nucléaire délibéré et la totalité du risque nucléaire accidentel. Ce qu'on peut faire, nous, modestes humains, citoyens, chercheurs, c'est de dire que la vulnérabilité demeure et que donc, avec cette vulnérabilité, demeure la possibilité de l'escalade délibérée ou accidentelle. Évidemment que si vous avez une hostilité durable entre deux nations et aussi une acceptabilité du risque de la part d'une ou l'autre des nations, la possibilité de la frappe en premier augmente. J'entends dire quand même que on regarde, les regards sont tournés plutôt dans la zone Inde-Pakistan, parce qu'il y a des tensions entre les deux pays qui possèdent la bombe nucléaire. En plus un peu des conflits religieux, donc il y a beaucoup de choses qui font de cette zone du monde un peu un endroit chaud, quoi. Peut-être un petit mot sur finalement à quoi pourrait ressembler un monde qui a connu un conflit nucléaire, puisqu'il y a eu des études qui ont été faites après le développement des armes nucléaires sur l'hiver nucléaire. Donc c'est une situation où, après un échange nucléaire, beaucoup de
de feux sont déclarés, se répandent, puisque les villes brûlent, les forêts brûlent, et ça peut créer une situation sur Terre qui pourrait conduire à des années sans soleil, finalement, en très peu de soleil. Et donc, est-ce que déjà on a des connaissances solides, des recherches solides sur ce phénomène, ou est-ce que c'est encore hypothétique? Et est-ce qu'on a un nombre d'ogives nucléaires nécessaires pour produire un hiver nucléaire? C'est à partir de... j'imagine qu'on en a déjà beaucoup trop, hein, et qu'on a peut-être 3-4 fois le nombre d'ogives nucléaires pour détruire la Terre, on va dire, mais c'est à peu près combien d'ogives pour produire un hiver nucléaire, si vous avez des informations sur ce sujet? La notion d'hiver nucléaire connaît deux itérations, si vous voulez. Sa première formulation dans les années 80 et une formulation plus récente à partir des années 2010 où on utilise, si vous voulez, de la modélisation climatique qui est la même que les modélisations utilisées par les experts du GIEC pour justement prévoir le changement climatique. L'idée de l'hiver nucléaire, c'est précisément que des armes nucléaires détonées sur des villes vont produire de la poussière qui va s'élever dans la stratosphère et qui, par des mécanismes complexes sur lesquels je peux vous envoyer un lien, serait susceptible de bloquer les rayons du soleil et donc, ce faisant, de réduire la température sur la Terre pendant des durées pouvant aller jusqu'à une décennie, ce qui causerait de la famine. Et alors, vous avez un certain nombre d'études qui disent plus d'1 milliard de morts par famine. Dans le cas d'un hiver nucléaire, et ça me ramène à votre question précédente, issu d'une escalade entre l'Inde et le Pakistan. En termes de taille, ces modèles-là disent qu'il suffit de 100 bombes de la taille d'Hiroshima, donc 50 de chaque côté, détonées sur des villes en Inde et au Pakistan. Les doctrines des deux pays vont bien au-delà de l'usage de 50 bombes. Okay. Donc, on est très au-delà du seuil de l'hiver nucléaire. Je pense que je vais bien dormir après cette information. C'est terrifiant. Il y a un débat qui reste sur certaines dimensions de la modélisation de l'hiver nucléaire, mais les effets en termes de méga-feux et de radiation et en général l'incapacité de la société à se remettre de ce genre d'attaque ne sont pas contestés. Ce qui est contesté, c'est vraiment la question de ce qu'on appelle le factor truth. C'est comment est-ce que ça se propage dans l'atmosphère et quelles sont les conséquences à long terme. Très bien. Et oui, c'est vrai que c'est effrayant, parce que c'est vrai qu'on a vu aussi il y a à peu près un an, hein, il me semble, les feux en Australie qui donc ont été médiatisés beaucoup, puisque il y avait des énormes... on pouvait les voir depuis l'espace et ça a influé sur le climat bien plus largement que juste localement en Australie, quoi. Donc, que pensez-vous de la campagne pour abolir les armes nucléaires? Donc c'est le ICAN, il me semble. Est-ce que c'est crédible? Est-ce que c'est envisageable? Ou est-ce qu'il y a un peu de naïveté dans cette idée de complètement abolir les armes nucléaires? Est-ce que vous voyez vraiment un chemin menant vers un monde où la menace nucléaire est réduite presque à zéro? Alors, encore une fois, moi je vous l'ai dit, mon travail, je suis chercheur, c'est vraiment de clarifier les paris sur les armes nucléaires. C'est pas de vous dire s'il faut voter ICAN ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est d'abord que sur le plan purement matériel, des collègues ont établi que démanteler les arsenaux existants, c'est possible. C'est possible en moins de 10 ans sans supposer un progrès technologique. Donc, il faut d'abord pas se dire que c'est matériellement impossible de démanteler les armes. Il faut se poser ensuite la question de est-ce que c'est politiquement, stratégiquement et éthiquement désirable, et comment ensuite est-ce qu'on stabilise un monde post-nucléaire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est dans l'avenir qui s'annonce, vraiment, on va avoir un affrontement entre deux idées de la sécurité. Une idée de la sécurité grâce aux armes nucléaires et une idée de la sécurité contre les armes nucléaires.
C'est-à-dire un premier camp qui dit non seulement j'ai besoin d'armes nucléaires pour garantir ma sécurité, et donc je ne m'en séparerai pas, et qui dit aussi, pas explicitement, mais qui du coup implicitement est amené à dire si pour survivre, je dois utiliser mes armes nucléaires, eh bien je le ferai. Et un deuxième camp qui dit moi je veux être protégé des armes nucléaires, c'est-à-dire je veux ne pas subir ce genre d'attaque, et si pour survivre, je n'avais pour choix que d'utiliser ce système d'armes, je ne le ferai pas. Si vous voulez, mon pari sur l'avenir, c'est ça. C'est qu'il va y avoir une lutte politique et éthique avec deux fronts de cet ordre-là. La troisième remarque, c'est juste sur le rôle des surprises dans l'histoire nucléaire. Je voulais vous rappeler que un grand nombre d'événements très importants dans l'histoire nucléaire, la nucléarisation de la Chine en 64, le renoncement de l'Afrique du Sud à son système d'armes nucléaires à la fin des années 80, la chute de l'Union soviétique, tous ces éléments-là n'étaient pas du tout prévus. Donc, n'oublions pas que l'histoire nucléaire est jalonnée de surprises et d'événements sans précédent et imprévus. Je pense aussi au traité, par exemple, sur les forces nucléaires intermédiaires en 87. Donc, ne supposons pas aujourd'hui que ce qui nous semble peu probable, du coup, n'adviendra pas. C'est-à-dire, l'histoire n'a pas changé de nature, les surprises en font toujours partie. Oui, et ne supposons pas que les surprises sont nécessairement des mauvaises surprises. C'est une note d'espoir. Vous avez mentionné un traité qui a été signé en janvier. Oui, traité d'interdiction des armes nucléaires, oui. D'accord, et il consiste en quoi? Alors, c'est un traité qui s'articule sur le désir de délégitimer les armes nucléaires et de les présenter comme une menace pour la sécurité internationale, mais aussi comme des armes non légitimes aux mains des États. En fait, l'idée serait de dire, dans le cadre de ce traité, pour ceux qui le signent, enfin, comme il est entré en vigueur, on ne peut plus dire qui le signe, mais qui y adhère, c'est de dire il n'y a pas de possesseur légitime ou illégitime de ces armes, il y a des armes illégitimes. Le but du traité, c'est de rendre ces armes illégitimes. D'accord. Il y a une question de Louis-Charles Marc sur YouTube, donc je vais juste la poser et après j'aurai une dernière question et ce sera tout. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on fait des ogives nucléaires qui ont été désactivées? Est-ce qu'elles sont dangereuses encore ou est-ce qu'elles deviennent recyclées pour peut-être du nucléaire civil? C'est quoi le procédé? Alors, il n'y a pas de recette miracle, mais si vous voulez un missile et une ogive, ça se démantèle, effectivement. Je vous donne un exemple historique frappant. La dernière ogive nucléaire sud-africaine a été fondue et est devenue une statue qui a longtemps trôné dans le hall de l'Agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Donc, voilà, vous voyez, là, par exemple, on fonde du métal et on en fait autre chose, une œuvre d'art. Mais il y a littéralement un enjeu spécifique à la question du démantèlement et des structures qui le permettent. C'est-à-dire une des grandes discussions quand on parle de diminution substantielle de la taille des arsenaux, c'est de réfléchir notamment au fait que les laboratoires de fabrication des armes pourraient devenir des laboratoires de démantèlement. Effectivement, ce serait un bon moyen de boucler la boucle finalement. Donc ouais, dernière question, c'est vis-à-vis d'une sorte de nouvelle vulnérabilité qui est apparue, je dirais, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, c'est les armes létales autonomes. C'est un sujet en soi qui pourrait nécessiter un podcast évidemment que centré sur ce sujet, mais en tant que chercheur sur les questions entourant les armes nucléaires, est-ce que les arguments sur la vulnérabilité posée par les armes létales autonomes sont similaires avec celles des armes nucléaires ou fondamentalement différents? Alors, je suis en train, c'est intéressant que vous me posiez cette question, je suis en train de coécrire c'est un peu prématuré en fait, je suis en train de coécrire un papier avec un collègue qui lui est spécialiste des armes létales autonomes et de ce débat,
D'accord. pour essayer d'arriver à une réponse à votre question, que donc je n'ai pas encore, mais ce qui est intéressant, ce à quoi on est arrivé pour l'instant, que je vais partager avec vous ici, c'est dans les deux cas, on a souvent une illusion rétrospective de la tragédie. C'est-à-dire, parmi les partisans des armes létales autonomes, comme parmi les partisans des armes nucléaires, vous avez cette idée que l'état des technologies, tel qu'il est aujourd'hui, c'est l'existence de ces systèmes d'armes et leur production, est un développement tragique. C'est-à-dire c'est un aléa de l'histoire. Et donc, rétrospectivement, on perd le fait que l'issue de la tragédie était éminemment prévisible et que, en fait, ce développement de systèmes d'armes est issu de batailles politiques très classiques pour des ressources et pour des allocations de ressources industrielles. Donc, on a dans les deux cas une espèce de mécanisme rétrospectif où les partisans des arsenaux racontent une histoire tragique plutôt que de raconter une histoire dans laquelle, effectivement, ce sont les partisans des armes qui ont réussi à obtenir les budgets pour les faire construire. Donc là, il y a un premier élément peut-être à rétablir. Ensuite, les deux armes létales autonomes posent évidemment, comme les armes nucléaires, la question du meurtre à distance, et qui est une question philosophique en soi, mais aussi, comme le montre Gunther Anders, de la possibilité d'aller tuer un ennemi que l'on ne déteste pas. C'est-à-dire l'ennemi qui a été suffisamment mis à distance et virtualisé, voire esthétisé par toutes les médiations que l'objet nucléaire et que l'objet arme létale autonome permettent, est un ennemi qui, paradoxalement, à en croire donc le philosophe allemand Gunther Anders qui parlait des armes nucléaires, devient facilement exterminable parce qu'il n'est plus un homme, il est un point sur un écran. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, d'une mobilisation idéologique et émotionnelle pour dire que l'ennemi, il est abominable, que ça fait des siècles qu'il en a voulu à votre peuple. Non, s'il s'agit juste d'appuyer sur un bouton pour faire détruire un point sur un écran, pas besoin de détester le point. C'est ce qui rend la chose d'autant plus inquiétante, si vous voulez. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un point philosophique. Il y a aussi l'argument qui dit que finalement, ça peut abaisser le seuil de passage à l'acte de déclaration de guerre, puisqu'on n'en voit plus des humains, on n'en voit plus les enfants des mamans qui sont dans notre pays. On envoie des robots, on envoie des drones. Et donc, finalement, ça peut baisser le seuil de décision. La guerre devient moins tragique humainement, puisqu'on va envoyer... c'est des pertes matérielles, quoi, finalement. Et donc ça peut-être aussi renforce cette vulnérabilité. Plus, encore une fois, il y a l'idée de perte de contrôle. Est-ce que, vu que c'est facile à produire, parce que finalement c'est du code informatique, c'est des drones, peut-être probablement que ce sera possible d'adapter des drones commerciaux avec un code qu'on trouve sur le dark web pour produire une arme autonome. Donc ça voudra dire que les acteurs qui seront responsables donc de décision d'utiliser ces armes seront peut-être des terroristes ou des États rebelles, voire des chefs de guerre en Afrique. Et donc ça pose aussi problème. Là, j'allais dire, là, on touche vraiment à des sujets sur lesquels je ne vais pas m'aventurer parce que je n'ai pas fait de recherche approfondie. Oui, sur les questions des armes létales autonomes, la question, encore une fois, c'est quel est l'agencement institutionnel qui permet de les réguler ou de les contenir? Est-ce que le Banning Killer Robot Campaign est la bonne façon de le faire? Ou est-ce que c'est une critique qui, en fait, accompagne le fait existant de la production de ces armes? Est-ce que cette critique est adéquate, institutionnellement capable de faire plus que d'accompagner et de réguler la production de ces armes? Et est-ce que ce qu'on veut faire, c'est de la régulation, ou est-ce qu'on veut faire de l'élimination et considérer que ce type d'agencement socio-technique n'est pas souhaitable? Voilà, je pense qu'il faut se rappeler cette question-là. Très bien. Mais oui, comme on l'a dit, c'est un sujet en soi qui nécessite un podcast. D'ailleurs, je serais ravi
d'en parler une fois que vous aurez terminé vos travaux sur ce sujet avec votre collègue. Je sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter, mais pour moi, je suis très content d'avoir eu cette discussion et j'espère que c'est clair pour les auditeurs. Est-ce que si nos auditeurs veulent en savoir plus, où est-ce qu'on peut trouver certaines informations sur vos travaux? Est-ce que vous avez un site, le Nuclear Knowledges? Bien sûr, oui. Merci de m'avoir reçu. Merci à vos auditeurs pour leur patience. Et voilà, qu'ils n'hésitent pas à m'envoyer un email à benoît.pelopidas@sciencespo.fr, à aller consulter le site Nuclear Knowledges, donc c'est www.science-po.fr/NK pour Nuclear Knowledges, et à nous suivre sur Twitter @N majuscule knowledges. Et encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que vous ne saurez rien sur ma vie privée et que par contre, vous saurez tout sur nos publications scientifiques qui sont toutes en open access et totalement gratuites. Et voilà, j'espère que cette conversation vous aura donné le sentiment qu'il est possible de distinguer la recherche indépendante de la communication para-institutionnelle, que les questions nucléaires ne sont pas hors de portée et que vous, en tant que citoyen, y êtes déjà, que vous le vouliez ou non, impliqué. Donc j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura mobilisé intellectuellement. Merci d'avoir écouté ce podcast, c'était super intéressant. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant aussi et que vous n'êtes pas non plus effrayé par ces possibilités de conflits nucléaires. En tout cas, il y a de quoi quand même être un petit peu inquiet. Je vous invite à aller regarder tout ce qu'on a produit jusqu'ici, les podcasts, la série Humain Demain. On a aussi des épisodes de documentaires un petit peu sur YouTube, documentaires qui se consacrent au futur de l'humanité. Si vous pouvez aussi donner une petite revue de la série podcast, je sais pas moi, en mettant des petites étoiles, je sais pas trop comment ça se passe, c'est des j'aime ou des étoiles, mais en tout cas ça nous permet de monter un petit peu plus dans le classement des podcasts et de nous faire un petit peu plus de visibilité du coup. Voilà. Et si vous allez sur le site The Flares, vous trouverez des documentaires premium, exclusifs, beaucoup plus longs, des documentaires qui peuvent faire, par exemple, il y a une série de 4 heures, en 9 épisodes sur l'intelligence artificielle, et une autre, un épisode de 45 minutes sur les 4 futurs possibles pour l'humanité. On essaie de produire des contenus un peu premium sur le site. Il y a aussi des résumés de livres, Sapiens, Fahrenheit 451, entre autres. Ça nous permet d'être finalement soutenus par vous, la communauté The Flares. Merci et à bientôt.